À 38 ans, eh bien, je dirige effectivement un réseau de distribution en France et en Suisse. Et à ce titre, j'ai une vie qui est une vie trépidante, faite de déplacements professionnels, une tension qui était naturellement relativement élevée, au-dessus de la normale. Je pense qu'avec tout ce qui t'est arrivé et ta charge de travail, t'es pas loin du burn-out en fait. Je vais te prescrire un arrêt de travail. Ma réponse fut non, j'ai pas le temps d'être malade là. Donc non, je m'arrête pas. Là, je suis devenu le patient prioritaire dans la salle d'attente, puisque je me suis en fait effondré dans la salle d'attente. Si tu ne ressors pas de ce bloc opératoire, qu'est-ce que tu regretteras? Ton statut social? Certainement pas. Je regretterai une seule chose, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens que j'aime. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis cofondateur de Noctuaker et je suis très heureux d'être aujourd'hui face à Lionel pour ce nouveau numéro d'Histoire de cœur. Lionel, merci beaucoup pour ta confiance. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance de bénéficier de ton témoignage sur justement la vie avant l'infarctus, les problématiques entre l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, comment surmonter l'infarctus, donc les outils que tu as pu déployer, comment également trouver un nouvel équilibre de vie en priorisant certains aspects, en laissant peut-être d'autres de côté, et enfin expliquer tous nos auditeurs que la vie peut être heureuse après un infarctus, il y a encore énormément de choses à vivre, à expérimenter. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour Lionel, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Lionel Sévère, je suis responsable pédagogique de cette association qui depuis 10 ans accompagne de jeunes entrepreneurs à impact, dont tu fais partie. C'est comme ça que nous sommes connus et donc j'ai 59 ans aujourd'hui. Pourquoi souhaites-tu partager ton histoire de cœur? Lorsque nous avons échangé sur ton projet durant ton accompagnement, eh bien effectivement j'ai été particulièrement touché par ton initiative puisque j'ai moi-même vécu un infarctus et une expérience de mort imminente à l'âge de 38 ans, ce qui forcément a aiguisé ta curiosité. Dans un premier temps, on va poser le contexte, on va parler de l'avant. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qui tu étais en 2004, avant ton infarctus? Quelle était ta profession? Étais-tu exposé à des facteurs de risque? J'ai débuté ma carrière très tôt, menant de front carrière et études dans le milieu des agences de communication, Publicis, Havas, BDDP, sur des grandes marques de grande distribution, marques automobiles, agroalimentaires, assurances, enfin des sujets extrêmement variés, mais surtout une période très très intense durant la seconde guerre du Golfe où les agences étaient sous tension, beaucoup de travail de nuit, une situation économique difficile, donc on travaillait énormément. Ça a été passionnant, mais effectivement, on survivait à l'époque au rythme de cafetière qui tournait 24 heures sur 24 et on dormait très très peu. J'ai ensuite très vite occupé des fonctions en comité de direction dans de grandes sociétés, direction de la communication, direction marketing, vente, et directeur général à la petite trentaine d'un réseau de distribution de 400 magasins en France et en Suisse. Et donc, lorsque je vis cette expérience-là, j'utilise vraiment volontairement le mot d'expérience parce que c'est finalement une véritable expérience de vie, sans doute parce que je m'en suis sorti sans séquelles. Mais en tout cas, il y a eu un avant et un après dont on va certainement parler. Mais à 38 ans, eh bien, je dirige effectivement un réseau de distribution en France et en Suisse. Je m'occupe plus spécifiquement de la croissance organique de ce réseau. Et à ce titre, j'ai une vie qui est une vie trépidante, faite de déplacements professionnels plusieurs fois par semaine. Donc, je passe mon temps à me déplacer, à vivre dans les hôtels et à avoir un rythme qui est un rythme effréné et avec le niveau de pression et de stress normal d'un directeur général de structure importante, d'autant plus qu'à l'époque, on est en pleine opération d'adossement avec le deuxième acteur mondial du secteur. C'est un secteur médical, c'est dans l'optique, et donc c'est une période qui est une période particulièrement dense. J'étais fumeur passif durant toute mon enfance, j'avais un père qui fumait énormément, donc à l'époque, il y avait moins de sensibilisation sur ce facteur-là, donc fumeur passif pendant de nombreuses années. D'ailleurs, le jour où mon père a arrêté de fumer, je l'ai senti tout de suite, j'en ai senti les bénéfices tout de suite dans ma pratique sportive. J'ai moi-même fumé un peu, mais 4-5 ans maximum à l'époque, effectivement, où je travaillais beaucoup la nuit en agence de com et où on était sous stress extrêmement régulièrement. On était charrette, comme il était d'usage de dire dans cette profession-là, c'est-à-dire qu'on était sans arrêt sur les campagnes qu'il fallait sortir pendant la nuit pour livrer les bandes antennes aux chaînes radio et soutenir l'activité commerciale de nos clients le lendemain matin parce que la France, durant cette période, vivait une véritable crise économique. Donc là, effectivement, j'ai fumé pendant quelques temps, mais j'ai très très vite arrêté, sans aucun mérite. L'envie m'est passée naturellement. En pratiquant des katas respiratoires dans mes pratiques d'arts martiaux, l'envie de fumer est passée. Quel était ton rapport à l'activité physique et à l'alimentation?
J'ai eu une vie plutôt saine avec beaucoup de pratiques sportives jusqu'au début de ma vie professionnelle et puis ensuite ça s'est peu à peu étiolé, beaucoup moins de sport. J'en faisais plusieurs heures par semaine. J'étais prof de tennis étudiant. Enfin voilà, c'était le sport faisait vraiment partie de ma vie. Beaucoup d'arts martiaux. J'avais pas de problème de surcharge pondérale particulier. Par contre, effectivement, il y avait des facteurs de risque potentiels liés à une tension qui était naturellement relativement élevée au-dessus de la normale. Donc, j'étais suivi régulièrement. Enfin, je faisais attention, on va dire, à la fois à ce que je pouvais manger, ne pas manger salé. Enfin, voilà, une hygiène de vie qui était à la fois aussi liée à ma pratique sportive. Est-ce que tu étais déjà sensibilisé à l'infarctus? Est-ce que tu avais une histoire familiale en lien avec les maladies cardiovasculaires? Alors, il y avait des antécédents familiaux. Il y avait déjà des personnes qui, dans ma famille, avaient été victimes d'infarctus, dont ma mère décédée une semaine avant que cela ne m'arrive, et qui, dont l'infarctus n'avait pas été diagnostiqué. C'est-à-dire que les symptômes de l'infarctus chez la femme à l'époque étaient relativement moins connus, et le médecin qui l'avait ausculté avec ses symptômes de vomissement, mal de dos, enfin tous ces symptômes à l'époque relativement mal connus chez la population féminine n'avaient pas été détectés, et elle était décédée une semaine avant. Donc voilà, il y a des facteurs de risque familiaux, mais le facteur de risque était lié aussi à mon rythme de vie. On va maintenant parler de l'infarctus en tant que tel. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Quels sont les symptômes qui t'ont alerté? Dans quel contexte as-tu été touché par cette maladie? Alors, une énorme surprise, oui, de vivre un infarctus à 38 ans. Ce n'a pas été une énorme surprise que pour moi d'ailleurs, pour mon médecin aussi. Il a été relativement surpris. J'ai suscité l'intérêt de l'équipe d'ailleurs médicale du CHU de Dijon qui m'avait accompagné à l'époque. Donc ce drame familial qui est la perte de ma maman de façon extrêmement brutale, qu'on n'a pas vu venir. Elle se rendait dans les Alpes en faisant une halte chez moi parce qu'elle avait des symptômes pour du voyage qui étaient désagréables. Et donc je fais venir un médecin chez moi pour l'ausculter. Le médecin l'ausculte, lui dit écoutez madame, bon vous avez dû faire une indigestion, vous pouvez reprendre la route et reposez-vous, passez un bon séjour dans les Alpes. Et en fait, en arrivant dans les Alpes pour son séjour, pour ses vacances, elle décède au moment où elle rentre dans son appartement. Donc choc émotionnel, on va dire. Fils unique, je gère tout seul, c'est-à-dire que il faut gérer les obsèques, gérer un certain nombre de choses dans ces cas-là, tout en continuant à gérer une charge de travail extrêmement importante. Et une semaine plus tard, rentrant au bureau, j'ai des symptômes qui sont pas du tout des symptômes classiques d'un infarctus. Je sens juste une forme d'angoisse en fait. C'est une forme d'angoisse. Je tourne en rond comme un lion en cage dans mon bureau. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, donc je passe un coup de fil à mon médecin qui accepte de me prendre en urgence, qui m'ausculte, qui me dit effectivement tu as une tension un petit peu élevée, mais enfin je pense qu'avec tout ce qui t'est arrivé et ta charge de travail, t'es pas loin du burn-out en fait, ou alors même t'es en train de nous commencer une petite dépression là, donc écoute, je vais te prescrire un arrêt de travail. Ma réponse fut non, j'ai pas le temps d'être malade là. Donc non, je m'arrête pas. Donne-moi un truc pour me détendre. Il me prescrit des anxiolytiques assez légers. Il dit écoute voilà, prends ça, mais je te prends quand même rendez-vous chez un cardiologue. Va faire un check-up parce qu'avec la vie de fou que tu as, ça me rassurait compte tenu de tes antécédents familiaux. Donc va faire un check-up. Je t'ai pris rendez-vous. Tiens, vendredi de cette semaine, on était lundi, vendredi de cette semaine, passe le coup de fil devant moi. Il prend rendez-vous. Je retourne travailler. Je l'appelle une heure plus tard en me disant écoute ça va pas mieux. Ils font pas d'effet là tes médicaments. Il me dit double la dose. Donc je double la dose. Il me dit tu me rappelles si ça va pas mieux. Donc une heure plus tard non ça va toujours pas mieux. Donc repasse au cabinet. Je repasse au cabinet, refais des examens. Il me dit oui tension légèrement élevée. Il me dit écoute là je t'oblige vraiment à t'arrêter parce que t'es vraiment en situation d'épuisement psychologique, physique. Arrête-toi et tu te reposes jusqu'à ton bilan cardiaque. J'accepte. De toute façon j'étais pas en état de travailler là. J'avais cette espèce d'angoisse mais pas mal à la poitrine, pas mal au bras, enfin aucun symptôme traditionnellement décrit comme précurseur d'un accident cardiaque. Je rentre chez moi, je retrouve mon épouse qui à l'époque venait d'accoucher de notre deuxième enfant. Ma petite fille avait 5 mois.
Donc elle était en congé de maternité et je lui dis écoute, je vais me coucher, je vais me reposer, je retournerai au boulot ce soir, enfin en fin d'après-midi ou demain. Ça ira mieux, je pense que je suis fatigué, je suis épuisé et j'ai besoin de me reposer. Et en fait, c'est elle qui insiste et qui me dit non, écoute, ça me rassurerait si tu allais aux urgences. Donc au début, je résiste un peu, elle insiste, je dis bon, si tu veux, je vais aux urgences. Et donc je lui dis quand même écoute, je me sens vraiment pas bien, donc si tu veux bien, prends la voiture, tu m'accompagnes aux urgences parce que là, franchement, je me sens pas top. Comment s'est déroulée la prise en charge, l'accueil à l'hôpital, la relation avec les soignants? J'arrive aux urgences du CHU de Dijon, je m'installe donc dans la salle d'attente. Autant dire que j'étais parti pour des heures d'attente a priori, mais finalement je suis passé devant tout le monde parce que 30 secondes plus tard, en arrêt cardio-respiratoire, je suis devenu le patient prioritaire dans la salle d'attente puisque je me suis en fait effondré dans la salle d'attente. Et d'après ce que m'ont dit les médecins plus tard, lorsque je suis revenu, ils ont eu pas mal de mal à me ramener. Je crois qu'ils ont mis 9 ou 10 minutes alors que théoriquement on est censé devoir être réanimé, je crois, dans les 4 ou 5 minutes pour avoir un maximum de chances de survivre à ce genre d'épisode. Il semblerait que j'ai pas eu trop de séquelles, ou alors tout le monde est très poli autour de moi, ne me fait pas remarquer que j'y ai laissé un certain nombre de facultés. Et donc, en fait, c'est un cardiologue québécois qui était en stage à ce moment-là au CHU de Dijon, aux urgences. Il se trouve qu'il était au bon endroit au bon moment. C'est lui qui m'a ramené. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la manière dont tu as été prise en charge, les interventions qui ont été réalisées? Ensuite, tu connais le parcours. J'ai dû attendre, il y avait un gros problème d'ambulance ce jour-là. Visiblement, il y avait pas mal d'accidents cardiaques. J'aurais eu beaucoup de mal à trouver une ambulance équipée comme il se doit pour me transférer au service de cardiologie qui était pas dans le même hôpital que le CHU. Donc j'ai attendu 6 heures que l'ambulance soit disponible. Je suis donc rentré au bloc opératoire 6 heures plus tard, ne sachant pas si ça allait déboucher sur un pontage ou sur la pose de stent. Donc ça a débouché sur la pose de stent, tant mieux. Et puis ensuite, 15 jours d'hospitalisation, des équipes médicales formidables. Alors de temps en temps, ma chambre se transformait un peu en bureau de CODIR, de comité de direction, puisque j'avais quand même des collaborateurs qui passaient régulièrement, certes pour prendre de mes nouvelles, mais aussi pour évoquer quelques sujets en cours. Puis ensuite, il y a eu une période de rééducation de 4 mois avec une équipe là aussi vraiment au top, avec un centre de rééducation à Dijon qui était vraiment top. Dans quel état psychologique te trouvais-tu suite à cet infarctus? En ce qui me concerne, moi je suis revenu avec un état de sérénité qui était assez magique, enfin qui a duré très longtemps d'ailleurs. Plutôt été une expérience qui était une expérience alors agréable, ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas très sereine pour moi, contrairement à mon épouse, puisque là pour le coup je me suis effondré devant elle, elle avait ma fille de 5 mois dans les bras, c'est un moment qui a été marquant pour elle et compliqué. Mais en ce qui me concerne, plutôt paisible. Grand sentiment de paix intérieure lorsque je suis parti, et lorsque je suis revenu avec cette grande paix, ce grand sentiment je crois que j'avais jamais été aussi paisible depuis l'enfance. Un sentiment de sérénité incroyable. Quel était ton état physique suite à cet accident cardiovasculaire? J'étais vraiment dans un état physique pour le moins détérioré en termes d'endurance, et donc avec une rééducation qui était nécessaire parce qu'un mois plus tard, quand ça a commencé, c'était un étage, j'avais besoin de 5 à 10 minutes pour récupérer, pour avoir le souffle nécessaire pour ne serait-ce qu'avoir une conversation. Est-ce que tu veux bien nous parler maintenant de l'après-infarctus? Comment s'est déroulée ta réadaptation cardiovasculaire? Entraînement classique, c'était 4 fois par semaine, donc avec test d'effort, entraînement sur vélo, en piscine, enfin kiné, tout ça surveillé par une équipe vraiment top. Alors forcément, j'étais le plus jeune de la bande, hein. Mes petits camarades avaient un parcours de vie qui était un peu plus avancé. Et en ce qui me concerne, donc j'ai eu 4 mois de remise en forme. Comment ton suivi médical s'est-il organisé? Au début, forcément, un accompagnement, période d'hospitalisation, ensuite un accompagnement quasi quotidien en période de réadaptation pendant 3 à 4 mois, avec donc un suivi en temps réel durant la période de réadaptation physique, de rééducation. Ensuite, c'est un examen pendant 12 mois, c'est un rendez-vous tous les mois. Rendez-vous tous les mois, suivi ensuite d'un bilan qui est un bilan semestriel, et puis ensuite un bilan annuel avec généralement un test d'effort tous les 2 ans, tous les 3 ans, puis sinon un traitement qui c'est classique. Alors avec maintenant le nom des génériques, que j'ai pas mémorisé le nom des génériques, mais globalement classique, bêta-bloquants et des médicaments contre le cholestérol. Le seul changement qu'il y ait eu,
C'est l'abandon du Plavix qui faisait partie de mon protocole médical à la sortie de l'hôpital et qui finalement a été abandonné 3 ans plus tard, qui semblait présenter plus d'inconvénients que d'avantages. On a quand même la chance d'être dans un système de santé en France qui est très très grande qualité. Et puis alors en cardiologie, ça fait quand même partie des secteurs médicaux où la science a fait des progrès énormes au cours des dernières décennies. Déjà, on récupère beaucoup plus vite, ce qui psychologiquement est important. L'accompagnement post-infarctus est d'une efficacité extraordinaire. Et puis très rapidement, le système de soins propose aussi un soutien psychologique. Moi, j'ai une psychologue qui est venue me voir à l'hôpital 2 jours après mon accident cardiaque. Donc alors, j'ai pas fait appel à ces services. Il se trouve que j'étais relativement bien équipé. À titre personnel, Quels sont les outils que tu as mis à contribution pour surmonter cette épreuve? je me suis fait de l'auto-coaching. Étant coach certifié, ça me permettait déjà d'avoir un certain nombre d'outils dans votre boîte à outils pour pouvoir peser le pour et le contre, comme tu le dis. Je pratiquais depuis l'âge de 18 ans. J'étais formé à l'auto-hypnose et puis plus tard, je m'étais formé avec un spécialiste américain à l'hypnose conversationnelle, pas l'hypnose médicale. Je faisais pas du tout de l'hypnose médicale. C'était juste un outil dans le cadre de ma pratique du coaching. Tout ça, je me suis appliqué à moi-même. La cohérence cardiaque, que je pratique aussi depuis longtemps. Je pratiquais depuis au moins une quinzaine d'années la méditation que je pratiquais tous les jours. C'est-à-dire que je commençais généralement ma journée, je me réveillais très très tôt, généralement vers 5h, 5h30 du matin, et je pratiquais donc au moins une demi-heure de méditation. Je partais régulièrement faire des retraites méditatives avec des maîtres de méditation, de l'école zen ou du bouddhisme tibétain. Alors pas du tout dans une logique pratique religieuse, mais vraiment de technique méditative. Ça m'a effectivement énormément servi lors de cette période de réadaptation à la vie, on va dire, et ça m'a permis aussi de structurer ma réflexion. Mais il est certain que l'ensemble de ces outils ont été extrêmement importants. Entre autres, beaucoup la méditation, auto-hypnose et cohérence cardiaque sont vraiment 3 techniques que j'ai beaucoup utilisées. Quel a été l'impact de l'infarctus sur tes choix de vie, ta carrière professionnelle, ton équilibre de vie? Et là, pendant 4 mois, finalement, j'ai eu le temps de réfléchir à ces fameuses 6 heures que j'avais passées en attendant de rentrer dans le bloc opératoire, sans savoir si je serais vivant à la sortie de cette intervention-là, et où je m'étais fait une promesse. Je dis souvent que j'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire une fois dans ma vie déjà une fois, ce que l'on fait tous au moment de notre mort, c'est faire un bilan. Et donc j'ai eu 6 heures pour faire un bilan de ce qu'avait été ma vie. Et finalement, de me dire, si tu ressors pas de ce bloc opératoire, qu'est-ce que tu regretteras? Ton statut social, certainement pas. Ta rémunération, tes stock options, ton réseau, ton métier, non. Je regretterais une seule chose, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens que j'aime. Donc si je sors vivant de ce bloc, bien je vais complètement changer de vie, et cette fois-ci, j'organiserai ma vie pour passer du temps avec les personnes que j'aime. J'ai utilisé ces mois, un peu plus, parce que je suis parti au bout de 6 mois. Il a fallu finir l'opération d'adossement au 2e acteur mondial, et puis c'était l'occasion pour moi de passer le relais et de changer complètement de vie. Et donc j'ai une deuxième vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'ai totalement basculé. J'ai choisi un métier où je gagnais près de 10 fois moins ma vie que dans le passé. J'ai divisé mon salaire, oui, si on compte les stock options, par pas loin de 10. Et j'ai pu vivre une vie que finalement peu de pères peuvent vivre. C'est d'être proche de ses enfants. Encore une fois, c'est un choix. J'aurais pu faire un choix différent. Mais d'être proche de ses enfants, de pouvoir aller les accompagner à l'école, aller les chercher, faire les devoirs, les voir grandir, passer des vacances avec eux, alors que jusque-là, je passais très peu de vacances. Et ça a été magique. Donc, je me suis organisé comment il se trouve que depuis l'âge de 26 ans, j'enseignais en business school en parallèle de mon activité professionnelle, parce que j'ai toujours aimé transmettre. J'étais également coach, j'avais fait une formation de coaching pour améliorer ma pratique managériale, pas forcément pour ouvrir un cabinet de coaching. Et donc, assez logiquement, je suis devenu enseignant-chercheur en business school, et dans le cadre de cette business school, j'ai aussi ouvert mon cabinet de coaching. Je suis devenu professeur associé, métier que j'ai exercé pendant presque 20 ans, où j'étais responsable de spécialisation de Master 2, j'enseignais du niveau bachelor jusqu'au MBA.
J'ai adoré. Et en parallèle, je coachais des cadres et dirigeants des secteurs de l'IT, de la santé, beaucoup dans le domaine bancaire après la crise de 2008, l'assurance et beaucoup de start-upers qui aussi me demandaient de les accompagner jusqu'à ce qu'en 2002, For Good me propose de les accompagner dans le changement d'échelle de l'association, une association qui avait été créée il y a 10 ans pour accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets à impact social ou environnemental. J'ai quitté l'enseignement supérieur à ce moment-là et j'ai rejoint donc Live for Good pour vous accompagner, vous porteurs de projets, et vous faire partager mon expérience. Je me définis comme un passeur de gué. Voilà, j'ai un certain parcours personnel, professionnel et entrepreneurial. J'ai aussi été porteur d'un certain nombre de projets associatifs dans le domaine de la santé, une association qui accompagnait les personnes en fin de vie ou qui étaient en traitement de radiologie ou de chimiothérapie. Et donc, j'avais créé à l'époque, co-créé une association qui regroupait des personnes qui les accompagnaient en parallèle des soins. Et puis avec de l'hypnothérapie, j'ai eu aussi je me suis formé aussi à l'hypnothérapie il y a quelques années, donc que ce soit à travers l'hypnose, à travers la sophrologie, à travers le soutien psychologique sous toutes ses formes, on va dire. Donc je me suis beaucoup investi dans cette association que j'avais créée. Et puis une autre association à Paris post-Covid qui faisait de la détection de pathologies oculaires et qui équipait gratuitement les migrants et les SDF qui étaient les seuls dans les rues de Paris pendant le confinement. Et donc on avait monté une opération avec tous les industriels de la filière optique. Formidable initiative qui s'appelait Les Invisibles. Donc j'ai aussi toujours eu, on va dire, dans mon ADN, même dès mes années d'étudiant où je menais déjà des actions de soutien scolaire pour des enfants atteints de leucémie. Ça a toujours fait partie finalement de mon parcours de vie personnel. Et là finalement, j'assemble les éléments du puzzle aujourd'hui en accompagnant ces jeunes entrepreneurs qui passent de l'indignation à l'action, qui s'engagent et qui relèvent des défis importants au niveau social, au niveau écologique. Et j'y trouve là un véritable épanouissement et un vrai sens pour la fin de ma carrière. Soyons aussi francs et clairs, j'avais beaucoup travaillé durant de nombreuses années. J'avais très bien gagné ma vie. J'avais aussi les conditions matérielles qui me permettaient de faire des choix un peu radicaux, très radicaux, en termes de carrière, de statut social, de niveau de revenu, etc. Et ça a été pour moi un vrai luxe. J'ai pu aussi prendre cette décision sans faire vivre à ma famille des conditions matérielles difficiles parce que dans les années qui avaient précédé, j'avais eu la rémunération d'un surinvestissement professionnel et que ça permettait, sans détériorer trop la qualité de vie, bien sûr, c'était plus le même rythme de vie, mais sans détériorer trop la qualité de vie de ma famille, de pouvoir faire des choix qui étaient plus confortables et plus sécures pour moi, plus confortable parce que plus centré sur mes valeurs, sur mes priorités de vie et donc et plus sécure en termes de santé parce que ne vivant plus ce rythme complètement dingue que j'avais pu vivre dans le passé. Si je suis tout à fait honnête, est-ce que j'aurais pu prendre avec la même sérénité, la même décision si je n'avais pas préalablement bien gagné ma vie? Je suis pas un héritier. Ce patrimoine, je me l'étais construit. Sans doute aussi que ces années de travail intensif et de rémunération correspondante m'ont permis ce jour-là ou ces semaines-là de pouvoir prendre des décisions de façon plus sereine. Comment cette maladie a-t-elle affecté ta relation avec tes proches ? C'est un événement qui bouleverse votre vie, qui bouleverse la vie de vos proches. Enfin, ne le sous-estimez pas non plus. Donc, effectivement, il faut absolument profiter de cette opportunité qu'offre le système de soins français. Soyez aussi attentifs à l'impact qu'a cet événement sur la santé mentale de vos proches. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. Vous avez vécu quelque chose qui, pour moi, ça n'a pas été traumatisant. Mais pour vous, peut-être que ça l'a été. En tout cas, pour vos proches, ça l'a été très certainement. Il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique d'un événement tel que celui-là, mais ce serait la même chose sur un accident de la route. Vous avez en plus la chance, enfin nous avons la chance d'être dans un système de santé qui est quand même exceptionnel, quelles que soient les critiques qu'on puisse entendre régulièrement, mais il est vraiment exceptionnel avec du personnel de santé, avec un dévouement extraordinaire. Voilà, ne passez pas à côté de cette opportunité de vous faire accompagner, pas uniquement physiquement, mais aussi psychologiquement. Comment te sens
sens-tu aujourd'hui, physiquement, mentalement, 20 ans après ton infarctus? L'abandon du Plavix, ça a pour moi été une excellente nouvelle parce que j'ai pu passer mon permis moto et parmi les promesses que je m'étais faites, c'était de revoyager. Donc j'ai pu faire des road trips moto et ça donnera aussi un espoir à ceux qui vivent ce genre d'événement. On peut continuer à vivre ses rêves après un infarctus en ce qui me concerne. Le jour où le Plavix a été arrêté, donc j'avais plus de risque j'ai eu une ou deux expériences avec le Plavix, c'était un peu désagréable de me cogner et d'avoir une poche de sang sous le biceps ou voilà, ça nécessitait une certaine prudence, en tout cas comme m'avait dit à l'époque mon cardiologue, la moto en cas de chute avec du Plavix, ce sera fatal. Le jour où j'ai arrêté le Plavix, ma première question a été donc je peux passer mon permis moto. Oui, tu peux. Donc j'ai passé mon permis moto et j'ai fait des road trips en Indonésie, Java, des road trips en Inde, à la frontière pakistanaise à moto. J'ai eu des accidents moto dans le désert en Inde, à la frontière pakistanaise. Je me suis cassé 2 côtes. Bon, sans Plavix, très bien. J'avais la chance d'avoir un médecin avec moi qui faisait ce road trip. Je me suis fait un corset de fortune et j'ai fait 1300 km debout sur des cale-pieds de moto. Voilà, on peut avoir une vie tout à fait normale après un infarctus, vivre ses rêves, profiter de la vie. Après, il faut faut observer son traitement de façon rigoureuse. Enfin, tout va bien, quoi. Voilà. Et puis, depuis, à part être allé chez le médecin pour un rhume, les seules fois où le médecin me voit, c'est pour mon rendez-vous semestriel pour le renouvellement de mon ordonnance. Tout va très très bien depuis. J'ai pris de mauvaises décisions peu de temps après, pendant en fait la rééducation cardiaque. C'est qu'on est beaucoup plus à l'écoute de son corps. Et donc entre autres, j'avais une perception extrêmement aiguë de la moindre variation de rythme cardiaque. Et je m'étais acheté un cardio-fréquence-mètre de sportif. Et en fait, je dormais avec ça et j'avais ma montre. Et au cours de la nuit, il y a eu des variations de rythme cardiaque. Et puis à un moment donné, ma montre bipait parce que mon rythme augmentait. J'en ai discuté avec mon médecin qui m'a dit franchement c'est pas une bonne idée, ça sert à rien, ça juste à t'angoisser, c'est tout. Donc j'ai retiré le cardio-fréquence-mètre. J'ai eu une fois, l'une des toutes premières fois où j'étais reparti en déplacement professionnel quelques semaines après la fin de ma rééducation cardiaque. J'ai vu quelqu'un s'effondrer devant moi dans la rue, être victime d'un infarctus, donc j'avais appelé les pompiers, etc. Et là j'avais senti une angoisse. J'ai simplement fait un exercice de cohérence cardiaque. Je me suis assis, j'ai fait un exercice de cohérence cardiaque. Tout s'est arrêté. Je me suis apaisé et voilà. Et j'ai plus jamais eu d'appréhension depuis par rapport à un risque de récidive. Alors ça arrivera peut-être un jour, mais voilà, ça ne m'a pas empêché, encore une fois, de partir de l'autre côté de la planète, dans des endroits extrêmement isolés, en road trip, loin des circuits touristiques et loin de toute structure médicale, et d'y aller en toute confiance, simplement en faisant attention. Voilà, pas en inconscience. Quand je voyage dans ce type ça a été un peu ralenti depuis la crise de la Covid, puisque le rythme de mes road trips s'est un peu ralenti, mais le confinement a mis un stop à tout ça. Je ne pense jamais à la récidive. Dans mon traitement 2 fois par jour, mon rendez-vous semestriel pour le renouvellement d'ordonnance, voilà, tout va bien, tout va bien. Ça m'empêche pas de profiter de la vie. Si tu devais passer un message au Lionel de 2004, 38 ans, sous pression professionnelle, quel serait-il? Je raconterai une petite anecdote sur un témoignage d'un membre du conseil d'administration de l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque, qui, me voyant revenir dans le conseil d'administration suivant après mon infarctus, me dit écoute, je comprends ton choix de vie, je comprends que tu décides de donner un autre sens et une nouvelle orientation à ta vie, parce que le week-end dernier avec mon épouse, on a réuni nos enfants pour très fiers leur dire voilà, on voulait partager avec vous, faire un peu un point sur notre succession, un point sur notre patrimoine, ce qu'on a construit pour vous. Voilà, on veut que les choses soient très claires pour vous, et vous avez organisé une réunion familiale pour parler comme
comme le font beaucoup de familles. Et en fait, leurs enfants ont coupé court tout de suite en leur disant mais attends, mais ça nous intéresse pas. Nous, on est autonomes, on a fait de bonnes études, on gagne très bien notre vie. C'est trop tard. C'est ce qu'on voulait enfant, c'était passer du temps avec vous, pas que vous nous construisiez un patrimoine avec des appartements, une magnifique maison, une piscine, un bateau. Enfin, on n'en a rien à faire. Toute notre enfance, on l'a passée avec des nounous. Le soir, on vous voyait jamais, vous aviez des dîners, vous étiez toujours en train de réseauter, en train de soigner votre réseau social et professionnel. Les soirées, on les passait avec des babysitters. Les journées, c'était des nounous qui nous élevaient, qui veillaient sur nous. C'était à ce moment-là qu'on avait besoin de vous. Là, maintenant, vous trouvez que qu'on n'est pas très proche, qu'on n'a pas de lien très très fort, mais vous êtes tout fiers de nous parler de votre patrimoine et de ce que vous allez nous léguer. On avait besoin de vous vivants à l'époque où l'on était enfant, où l'on était jeune, où on avait besoin de la présence de nos parents. C'est un peu tard, quoi. C'est un peu tard. Alors merci, mais c'était pas ça qui était important pour nous. Et ce témoignage-là, il m'avait beaucoup touché parce qu'il était venu quelque part conforter la décision que j'étais en train de prendre. C'est-à-dire que oui, ok, je tire un trait sur les plans de stock options, je tire un trait sur une rémunération très avantageuse, mais quelle joie de quotidien de pouvoir tisser cette relation qui aujourd'hui est exceptionnelle avec mes enfants. J'ai la chance d'avoir une relation extraordinaire avec mon fils qui a aujourd'hui 26 ans, avec ma fille qui en a 21. Bien sans doute que si je n'avais pas eu cet infarctus il y a maintenant 21 ans, puisqu'en fait c'était quasiment après la naissance de ma fille, eh bien je serais aujourd'hui, j'aurais un patrimoine extraordinaire. Je serais dans la peau de cet administrateur de l'entreprise à l'époque qui m'avait partagé ce témoignage-là, et sans doute que j'aurais la même discussion avec mes enfants, c'est-à-dire que je leur lèguerais un confortable endroit, un patrimoine leur permettant d'assurer leurs arrières, mais nous serions des étrangers les uns pour les autres, ou en tout cas la relation serait beaucoup moins forte. J'ai pas beaucoup de qualités, mais j'en ai au moins une, c'est pas de faire 2 fois la même erreur. Donc la promesse que je me suis faite durant ces 6 heures, je l'ai tenue. C'est-à-dire que dorénavant, je passe du temps avec les gens que j'aime. Si tu devais faire passer un message aux personnes qui font face à l'infarctus aujourd'hui en tant que patient ou en tant que proche, quel serait-il ? Faites confiance aux équipes médicales. Je pense que c'est le message le plus important. La technologie a fait des progrès extraordinaires, sont là à vos côtés avec un dévouement exceptionnel. Faites-leur confiance, mais par contre, soyez un peu sérieux. C'est-à-dire que vous avez peut-être des choses à changer dans votre écologie de vie et aidez-les à vous aider en faisant en sorte aussi d'adopter une meilleure écologie de vie. Merci Hugo. Un énorme merci Lionel pour ton témoignage. L'infarctus est une véritable épreuve, mais dont il est possible de se relever, aussi bien physiquement que mentalement, en étant bien accompagné. N'hésitez pas à vous rendre dans des centres de réadaptation cardiovasculaire, à faire appel à des professionnels de santé. L'infarctus, évidemment, c'est une épreuve, mais c'est également une seconde chance, une possibilité de repenser son équilibre de vie, de peut-être donner la priorité à certains sujets, à ses proches, aux gens qui vous entourent et qui vous aiment. L'infarctus, c'est peut-être aussi l'occasion de débuter une nouvelle vie, de construire de nouveaux projets. Merci Lionel pour ta confiance, pour ton témoignage, et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de cœur.